continuons avec vous sur News Sécurité pour cette matinale des partenaires organisée par Anitech en partenariat avec la FFIE. Alors, nous avons parlé sécurité, incendie, sûreté. Nous avons parlé de l'optimisation de la relation client. Nous allons parler maintenant des nouveautés sur la sécurité électronique en rapport avec les grands événements sportifs et tout particulièrement les Jeux olympiques et paralympiques 2024 qui arrivent dans quelques mois. Et pour ce faire, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Elisabeth Sellos-Fertel. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors Elisabeth, je rappelle que vous êtes chef du bureau de la vidéoprotection et de la sécurité électronique au sein de la DEPSA, au ministère de l'Intérieur. DEPSA, la nouvelle direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes, qui a été créée par décret récemment, le 5 juillet 2023, dont la directrice est Madame Julie Mercier. Nous allons tout d'abord parler réglementation. Elisabeth, si vous le voulez bien, la loi Jeux olympiques et paralympiques, donc, qui a été promulguée, loi du 19 mai 2023, et qui porte diverses dispositions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette loi, et puis nous la décrypter quelque peu? Alors cette loi, eh bien, comme elle porte bien son nom, elle a été publiée, elle a été souhaitée dans le cadre de l'organisation de la sécurité des Jeux olympiques et donc comprend diverses dispositions qui ont vocation à permettre une sécurisation optimale de ceux-ci. Alors, parallèlement, comme vous le disiez tout à l'heure, et comme je m'occupe de la vidéoprotection et de la sécurité électronique, je vais évidemment vous parler des évolutions prévues dans cette loi portant sur cette thématique. Et donc, le texte comporte effectivement deux articles, l'article 9 et l'article 10, qui ont l'un pour objet de mettre à jour le code de la sécurité intérieure, c'est-à-dire le cadre juridique en France de la vidéoprotection dans l'espace public, avec le règlement général de la protection des données. Et le second article, c'est l'article 10, qui a pour vocation de permettre, à partir de la publication du texte, mais évidemment cette expérimentation n'a pas encore commencé, tout simplement parce qu'il faut que le processus souhaité par le législateur puisse être opérationnel, ce qui n'est pas tout à fait encore le cas à ce jour. Et donc, l'article 10 de ce texte prévoit l'expérimentation de l'association d'algorithmes d'intelligence artificielle associés à des dispositifs de vidéoprotection dans l'espace public afin de s'assurer que ces dispositifs apportent quelque chose à la sécurité et optimisent les dispositifs de vidéoprotection d'une part, et de s'assurer également que ces algorithmes, ces automatisations ne seront pas attentatoires de façon disproportionnée et biaisée aux libertés individuelles. Et puis, tout cela va faire l'objet donc d'une évaluation par deux collèges de personnalités qui seront indépendantes d'un comité de pilotage afin d'avoir une vision la plus juste et la plus objective possible de cette expérimentation. Alors, on va revenir sur cette expérimentation. Premièrement, effectivement, ce premier article. L'article 9 est un article qui, comme je vous le disais, a pour objet de mettre à jour le cadre de la vidéoprotection classique tel qu'il avait été mis en œuvre à partir de la loi du janvier 1995. Initialement, le texte de loi a toujours écarté de ce cadre juridique les automatisations associées à des données nominatives. Il n'empêche que les technologies avaient évolué et que parallèlement, il n'y a pas que l'informatique avec des données nominatives qui ont vu le jour. Aujourd'hui, on a une possibilité de
d'alerter automatiquement sur des informations différentes. Mais le texte écartait de toutes les façons, depuis le départ, toute automatisation. Je le dis parce que souvent, les gens, quand ils voient cette évolution juridique, ont tendance à considérer qu'on change tout, ce qui n'est pas vrai. En fait, le texte initial prévoit donc que chaque personne qui veut mettre un dispositif de vidéoprotection dans l'espace public doit d'abord recueillir l'autorisation préfectorale. Cette autorisation est délivrée à partir du moment où on a vérifié le caractère proportionné, le caractère justifié, l'organisation du système, que les personnes qui seront amenées à regarder les images soient bien habilitées et connues, que la durée de conservation maximale fixée à 30 jours soit respectée et qu'il y ait une information à destination du public et que le public puisse également exercer un droit d'accès sur son image. Donc tout ça, ça existait déjà dans le texte de 95. Mais le règlement général de la protection des données qui est venu trouver son application à partir du mois de mai 2018 en France, et enfin sur le territoire européen, porte des principes qui renforcent finalement ces garanties individuelles que pouvaient prévoir certains textes de sécurité intérieure. Donc il a fallu le faire évoluer par rapport à ceci. Il fallait qu'on soit à niveau du texte européen afin d'intégrer les grands principes du RGPD et notamment, qu'est-ce qui change? C'est ce qui intéresse les gens. Le règlement général de la protection des données part du principe que le traitement doit être connu, donc il faut une transparence, et que ce traitement de données à caractère personnel doit s'appuyer sur une finalité qui est proportionnée, qui est justifiée, qui est légitime, adaptée. Et donc, ce qui change donc, c'est les finalités visées. En fait, ce sont les mêmes qui sont inscrites dans le Code de la sécurité intérieure, sauf que, initialement, on avait un peu tendance à banaliser qui poursuivait telle ou telle finalité. Or, si on lit bien le Code de la sécurité intérieure qui fixe les finalités possibles selon qu'on est une autorité publique ou selon qu'on est une personne morale de droit privé, eh bien, on verra que les autorités publiques, de par leurs compétences et leurs prérogatives, peuvent poursuivre l'ensemble des finalités, mais que les personnes morales de droit privé, finalement, ne peuvent installer un dispositif de vidéoprotection dans un lieu ouvert au public sous leur responsabilité que pour le protéger des agressions et des vols. Et se protéger également, en cas de risque manifeste dans ce domaine, des attentats terroristes en positionnant des caméras aux abords immédiats si besoin. Donc en fait, ce qui va changer, c'est le regard sur les finalités qui seront cochées dans la demande d'autorisation. Et par ailleurs, je prie de m'excuser, je suis un peu enrhumée. Par ailleurs, ce qui sera regardé, ce sont les informations apportées à l'appui de l'information du public. En fait, jusqu'à présent, le Code de la sécurité intérieure portait l'exigence d'un panneau sur lequel devait figurer une caméra et puis les coordonnées de la personne auprès de laquelle on peut exercer son droit d'accès. Désormais, ces panneaux devront être renforcés d'autres informations complémentaires. En revanche, afin de faciliter la vie des acteurs, des donneurs, des acteurs qui mettent en place un dispositif de vidéoprotection, on a prévu dans le texte, dans le décret qui d'ailleurs vient tout juste de paraître, sauf erreur de ma part, que ces informations manquantes par rapport aux informations qui étaient requises au Code de la sécurité intérieure pourront être apportées par tout autre moyen et par des panneaux complémentaires. Donc il ne s'agit pas de retirer ces affiches, il s'agit d'en ajouter en cas de besoin. Et donc ce que devront apporter comme information complémentaire ces affiches, eh bien, c'est notamment la finalité précisément poursuivie, les recours possibles, enfin voilà, ce genre d'informations beaucoup plus élaborées, et puis le renvoi également, pas seulement au Code de la sécurité intérieure, mais également au RGPD
et à la loi informatique et liberté qui s'applique désormais. Merci beaucoup Elisabeth d'avoir décrypté ceci parce que c'est très important. Et je rappelle que vous êtes disponible pour toutes les personnes qui souhaitent s'assurer de la bonne mise en œuvre. Hein, comme vous le disiez, le décret d'application qui vient d'être publié et qui doit être appliqué dès à présent en fait. Oui, alors on attendait le décret qui vient d'être publié, sauf erreur de ma part, je crois qu'il a été publié hier, mais je ne l'ai pas vu passer, donc c'est ce qu'on m'a dit ce matin. Mais effectivement, c'est un texte de loi qui s'appliquait d'emblée, et donc pour l'instant, c'était la pédagogie qui était au rendez-vous, sachant que tout le monde n'est pas forcément totalement informé ou n'a pas forcément intégré toutes les évolutions. Le but n'est pas de... Alors, j'apporte une précision importante pour les personnes. Il ne s'agit pas de redéposer une demande d'autorisation quand elle est déjà délivrée. Il s'agira peut-être de mettre à jour les documents qui avaient été produits. Tout le monde ne sera pas soumis à une analyse d'impact, comme le prévoit le RGPD. Ces analyses d'impact ne concernent finalement que les dispositifs à grande échelle, donc plutôt les collectivités et sans doute les centres commerciaux, compte tenu du nombre important de personnes qui sont filmées dans leur enceinte. Et donc, il y a toujours l'autorisation préalable du préfet. Quelques établissements. Tout à fait. Parfait. Merci beaucoup, Elisabeth. Alors, vous l'avez dit, hein, article 9, article 10, sur l'expérimentation. Un petit mot sur ce sujet? Alors, l'expérimentation, j'en parle très succinctement parce que c'est pas encore... voilà, c'est pas encore... Ça va pouvoir être mis en œuvre d'ici quelques jours, mais le texte prévoit que, d'abord, c'est l'autorité, que l'État doit certifier les solutions algorithmiques qui seront déployées, premièrement. Et que, d'autre part, l'État doit acquérir ou faire développer lui-même ces solutions algorithmiques. C'est très important parce que ça veut dire tout simplement que les acteurs éligibles à ces expérimentations ne peuvent pas acheter sur étagère le dispositif. Il faut qu'elle s'adresse au comité de pilotage qui est au ministère de l'Intérieur et qui sera décliné d'ici quelques jours. Dont vous faites partie? Le texte n'est pas publié. Tant qu'il n'est pas signé publié, je ne peux pas le confirmer. Très bien. Mais normalement, ça devrait être le cas, mais on ne sait jamais. Il pourrait y avoir une décision contraire ou une évolution entre-temps. On le saura dans quelques jours. Voilà. Donc en fait, il faudra que... Alors, qui est éligible? Eh bien, les autorités publiques, les services de secours et d'incendie, et donc les autorités publiques, c'est-à-dire l'État, la police, la gendarmerie, les polices municipales, les services de secours et d'incendie, et puis par ailleurs les services de sécurité de la RATP et de la SNCF. Ça veut dire que seul ce type d'opérateur est en droit de gérer les alertes que ces algorithmes apporteront sur les postes des opérateurs, dans un objectif non pas de décider automatiquement de ce qu'il faut en faire, mais dans un objectif d'être en alerte, en réaction, pour comprendre si la scène mérite une intervention, etc. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qui est important? C'est que, outre les acteurs éligibles, on ne pourra pas déployer ces dispositifs pour n'importe quel événement. Seuls les événements, les grands événements particulièrement exposés à des risques terroristes ou d'atteinte aux personnes, récréatifs, sportifs et culturels pourront être légitimes à être équipés d'un dispositif de ce type. Ça veut dire... Est-ce qu'il y aura une liste à un moment donné pas forcément. À ce stade, je dirais que non, c'est difficile de prévoir une liste parce qu'il peut toujours y avoir un événement qui n'était pas prévu 6 mois à l'avance et qui répond aux conditions de grands événements qui peut nécessiter un niveau de sécurisation particulier avec ces algorithmes. Par ailleurs, la loi renvoyait à un décret la nature des alertes qui pourraient être générées. Donc, qu'est-ce que pourront faire les solutions? Eh bien, 8 cas de figure ont été arrêtés. Le non-respect du sens de circulation, le franchissement ou la présence d'une personne dans un lieu interdit, le mouvement de foule, la densité trop importante de personnes dans une jauge
préétabli où on se dit, par exemple, là, il faut 5000 personnes sur cette tribune, d'un seul coup, on envoie 10 000, c'est dangereux. La présence d'objets abandonnés, la présence ou l'utilisation d'une arme dans une foule, la présence d'une personne au sol à la suite d'une chute et le départ de feu, mais le départ de feu en termes d'incendie. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Elisabeth. C'était bref, mais essentiel. Je rappelle que vous répondez très régulièrement à des sollicitations, des demandes, et que les personnes n'hésitent pas à vous contacter lorsqu'elles souhaitent plus de précision à ce sujet. Et si je ne leur réponds pas tout de suite, qu'elles m'en excusent, mais qu'elles n'hésitent pas à me relancer. Merci beaucoup, Elisabeth. Je vous en prie. Merci à vous tous de continuer à nous suivre sur ANews Sécurité pour cette matinale d'Anitech, matinale des partenaires d'Anitech en partenariat avec la FFIE. Nous nous retrouvons dans quelques minutes.